Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 7e épisode du Seb Show dédié à vos questions-réponses. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'acheter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous du vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récentes, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement et le plus efficacement possible. Donc, aujourd'hui, j'ai repris certaines de vos questions, certaines anciennes, certaines nouvelles. Donc, j'y réponds tranquillement pas vite. J'ai encore une bonne liste, fait que vous pouvez continuer à m'en écrire. Je sais que vous en avez écrit dans le dernier vidéo. Donc, ça me fait toujours plaisir. Puis, ça me fait du matériel à vous donner. Puis, si je suis capable de vous faire plaisir en répondant à ces questions-là, ben, ça me fait plaisir aussi. Donc, la première question, on a eu Félix Lavoie qui nous a écrit: vas-tu faire un live reaction, une réaction en direct de Lost Story 4 ou 6 12 ans plus tard? Là, j'ai précisé avec lui un peu c'est quoi qu'il voulait dire par là. Dans le fond, ce qu'il voulait dire, c'est d'écouter, exemple en stream, les épisodes de Love Story 4, de Love Story 6 et de les commenter au fur et à mesure des épisodes. Il y a plusieurs problématiques en arrière de ce concept-là. Le premier, bien évidemment, c'est du matériel qui a un copyright dessus. J'ai malheureusement pas le copyright, j'ai pas l'autorisation à le faire. Je pourrais peut-être le demander. Je sais pas si on me l'accorderait, bien sincèrement, là, j'ai un doute à ce niveau-là. Mais oui, je pourrais peut-être le demander. Si je travaillais sur la production d'un Love Story 7, 8, 9 ou peu importe, je vous dirais que ce serait peut-être plus facile. Dans le contexte actuel, peut-être plus difficile. Au-delà de tout ça, d'un point de vue personnel, je vous dirais que je n'ai pas le feeling que ce serait quelque chose de pertinent pour vous autres. C'est-à-dire que, généralement, quand j'écoute la télé-réalité en général, en tout cas pour les vidéos que je vous fais, je suis plus un preneur de notes. J'ai mon petit document, je regarde, je prends des notes et je commande pas vraiment en direct c'est quoi qui se passe ou tu sais, j'ai pas des grosses réactions. Je suis pas quelqu'un de très émotif en tant que tel quand j'écoute quelque chose comme ça. Fait que cet aspect-là, premièrement, ça serait peut-être décevant. Deuxièmement, il y a une conception que les gens ont l'impression que j'ai écouté souvent Lost Story, que j'ai souvent réécouté mes saisons. Il y a beaucoup de joueurs qui font ça, qui réécoutent leurs saisons toutes. Et moi, c'est le contraire. J'ai écouté la saison 4 et la saison 6 une seule fois. Une seule fois. J'ai jamais réécouté les saisons. Même des fois, j'ai eu de mes ex-conjointes qui voulaient les écouter avec moi. Puis j'étais comme, non, je réécouterai pas ça. Peut-être à un moment donné. Mais puis finalement, ça n'a jamais donné. Mais j'ai pas cet aspect-là de vouloir me revoir à la télévision. J'ai comme un petit recul. Je préfère avoir comme ma vision des choses que de la revoir et de l'analyser, disons. Donc, je pense que peut-être que ça pèterait la bulle de certains par rapport à mon aventure. Peut-être que j'amènerais des points. Il y a des gens qui perçoivent ce que j'ai fait, les stratégies que j'ai eues d'une certaine façon, qui n'est pas totalement vrai non plus. Je ne sais pas à quel point l'impact que ça pourrait avoir, mais moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me trille, qui me ferait plaisir à faire. Fait que, comme j'ai dit durant l'un de mes Twitch, parce qu'on m'a ramené cette question-là lors d'un de mes Twitch en direct, j'avais le même discours par rapport à Occupation Double, puis bon, ça m'a pris quasiment 10 ans à faire des vidéos sur Occupation Double. Alors, est-ce que c'est impossible qu'un jour j'en fasse par rapport à Love Story 4 et 6? Je vous dirais, rien n'est impossible en ce monde. Mais connaissant mon feeling de pas tant vouloir le faire, j'irais présentement de reculons pour le faire. Je pense que il y a 2 ans, quand j'ai commencé les vidéos sur YouTube, aurait été probablement le meilleur moment parce que ça signifiait le 10 ans de Love Story 4. Donc, la rétrospective de le faire aurait pu être intéressante. Je ne l'ai pas faite à cette époque-là parce que je trouvais pas ça intéressant. Puis j'y allais de reculons. Fait que le faire aujourd'hui, je trouve que je sais pas, j'ai pas le sentiment que ça serait bon pour vous autres puis que vous trouveriez ça sincèrement intéressant. J'ai ce sentiment-là. Est-ce que je pourrais rendre ça intéressant? Là, est une autre question, mais vite comme ça, là, même si j'avais les droits de le faire, ce que sincèrement, je pense que j'aurais pas, mais si je les avais,
je pense que même à ça, ça serait quelque chose qui me tenterait pas tant à faire. Fait que pour un live reaction, malheureusement, je pense que j'irai pas dans cette direction-là. On a eu Fred Kipin qui m'a écrit: ma question se situe par rapport à l'épreuve de la bûche dans l'Ostolysis. Le maître mentionne des règlements dont celui que personne ne peut tenir des choses dans leurs mains. Priscilla se fait éliminer sur cet aspect. Nous observons que dans ce défi, quand tu prends ton chapeau dans ta main pour te faire un inventaire, est-ce qu'il y a eu un avertissement ou une négociation avec la production en ce moment qui n'a pas été dévoilée à la télévision pour éviter l'élimination de ce défi? En fait, faut que vous compreniez une chose, c'est que avant qu'un défi commence, ou en tout cas dans les balbutiements d'un défi, souvent on pose des questions au tout début du défi. Je me souviens même, on pourrait dire quasiment mon premier, je pense que c'était mon premier défi, oui, à Lustery 4, l'histoire des anneaux. Entre autres, j'avais demandé à la production, ok, bon, je monte dans l'échelle, est-ce que je passe en dessous ou est-ce que je peux m'agripper sur le dessus? Pour ceux qui se souviennent un peu de la compétition, c'était, il fallait maintenir... rester le plus longtemt accroché à des anneaux. Puis je voulais savoir, c'était quoi qui s'attendait à. Fait que on pose des questions de dire, on a-tu le droit pour spécifier des choses, pour pas se faire éliminer comme des épais, on pourrait dire, en faisant comme, j'ai mal compris le règlement. Puis dans n'importe quoi, il y a l'expression « le diable est dans les détails ». Fait que c'est souvent dans le détail qu'on voit qu'on peut se faire pogner, qu'on peut se faire éliminer. Et lors de la bûche, ça n'a pas été une occasion qui était différente de tout ça. C'est-à-dire qu'avant que la compétition commence, on a posé certaines questions. Entre autres, je me souviens, il y avait une question de dire, est-ce qu'on peut s'asseoir sur la bûche? Est-ce qu'on peut, sans toucher par terre, est-ce qu'on a, on a la possibilité de s'asseoir sur la bûche? Le maître avait dit non. Faut que vous soyez, il y a seulement les deux pieds, le dessous de vos deux pieds qui peuvent toucher à la bûche. Rien d'autre. OK, parfait. Et le sujet des vêtements avait été discuté à ce moment-là, de dire, est-ce que les vêtements sont pris en compte des choses qu'on ne peut pas toucher? Parce que c'est niaiseux, mais je veux dire, la compétition aurait été vraiment différente si on n'avait pas pu mettre nos mains sur nos jeans, sur nos pantalons, qu'on n'aurait pas pu se réajuster ou peu importe, parce que prendre quelque chose dans nos mains, c'est très vague. Par exemple, de dire, je réajuste mon chandail comme ça, ou à ce moment-là, c'était pas mon chandail, mais c'était plus un genre une chemise, tu te réajustes un peu, j'ai pris quelque chose dans mes mains. Je veux dire, tu réajustes tes jeans, tu réajustes tes pantalons, quelque part, tu prends quelque chose dans tes mains. Les filles ayant un collier dans le cou, d'arriver puis de tirer un peu sur le collier, une boucle d'oreille qui tombe ou qui vient pour tomber, la prendre dans tes mains, est-ce que ça compte? C'était des petits détails comme ça, puis à ce moment-là, ça devient important de le spécifier parce que, qu'on le veuille ou non, si les vêtements font partie des choses qui rentrent en conflit avec ton défi, c'est sûr que probablement qu'on serait tout mis en bedaine puis en boxeur, ce qui aurait, en mon sens, probablement été dévalorisant pour les filles qui participaient lors de cette compétition-là, mais bref, d'enlever ton chandail parce que t'aurais eu chaud, t'aurais fait disqualifier. Mais ça avait été une consigne qui avait été mise au clair avant que lorsqu'on montait sur la bûche, les vêtements qu'on portait ne faisaient pas partie de cette règle-là. Que les vêtements n'étaient pas des objets qu'on prenait dans nos mains, c'était quelque chose qu'on portait, donc ça faisait comme partie de nous. En fait, la règle avait été mise en place, je pense, je l'analyse de cette façon-là, mais un peu avec la conversation de certaines personnes de la production qui m'ont jamais confirmé cet élément-là, mais avec qui j'avais eu ce genre de discussion-là, c'était beaucoup pour voir si des joueurs éliminés tenteraient de faire quelque chose pour déconcentrer un joueur. Et ça a fonctionné un peu d'une certaine façon avec Priscilla. Priscilla a pris l'objet dans ses mains et a été disqualifiée. On peut penser aussi quand David a refait cette compétition-là et avait pris le pot de Maple Spread dans ses mains que Hugues avait tendu. Et ça aurait pu être un aspect stratégique intéressant. Les joueurs n'ont pas saisi cette occasion-là de distraire les joueurs. Ils font comme, hey, t'as peu, regarde ça. Ils l'ont essayé dans une certaine mesure. Moi, je peux vous le dire qu'ils ont essayé au début. Ça ne fonctionnait pas, fait que ça l'a resté comme ça. Mais les vêtements ne faisaient pas partie de cette règle-là au départ. Sinon, comme je vous dis, je suis pas mal sûr que
tout le monde se serait aurait enlevé le plus de vêtements possible pour être sûr de ne pas avoir de risque de se faire pogner par rapport à ça, ce qui n'a pas été le cas. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, mon cher Fred. Fait que ça n'a pas été fait après coup, au moment où, exemple, j'ai eu le chapeau dans mes mains, ça a été fait vraiment au tout début de la compétition. Mais c'est le genre d'aspect technique qu'on ne montre pas à la télévision. Il dévoile un peu les règles générales de façon le plus court possible, puis surtout les règles qui peuvent, je pourrais dire, avoir un impact, parce qu'eux savent c'est quoi qui s'est passé. Fait que quand tu arrives dans l'épisode, dans la quotidienne, ben, eux reprennent un peu les règles qui ont eu une conséquence. Et dans ce cas-ci, la règle de rien tenir dans ses mains, ça a eu une conséquence par rapport à Priscilla, parce que c'est la seule qui a été éliminée, mais ça a eu quand même une conséquence. Fait qu'il fallait qu'il l'explique. Mais il y avait eu d'autres règles, il y avait eu d'autres discussions par rapport à ces éléments-là. Ensuite de ça, on a Christophe Lebel. Donc, Christophe Lebel dit « Allez-vous faire une réunion pour les 10 ans de la saison 6 ?» Non, probablement pas. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés de cette saison-là. Probablement qu'il y a peut-être des groupes de personnes qui se sont fait des rassemblements ou se sont fait des parties privées entre quelques joueurs, des groupes de joueurs. Mais passé ça, il n'y aura pas de réunion de Love Story 6. Oubliez ça, il y a trop de haine de rengaine. On a déjà fait une réunion de Love Story 4 et malgré tout, il y a beaucoup de joueurs qui ne se sont pas présentés. La majorité des joueurs ne se sont pas présentés. En tout cas, au moins la moitié. Donc, je vous dirais, Love Story 6 qui a été encore pire sur l'émotion des gens et sur la frustration des joueurs. Oubliez ça, c'est certain qu'il n'y aura pas de réunion. Ça serait vraiment très surprenant. On a Doom Doom qui nous avait écrit « Salut Sébastien, petite question à propos de la bouffe dans le loft. Est-ce que c'est vrai que les filles gaspillaient ou mettaient des légumes pré-emballés dans le frigidaire? Je me souviens qu'une fois, on te voit faire le nettoyage du frigo parce que c'est le bordel ou dégueulasse avec les boissons énergisantes. Puis là, ben, tu parles de la liste d'épicerie, je vais y revenir après. Le problème, c'est vraiment... Pour tous ceux qui ont déjà vécu en appartement avec d'autres mondes, chacun a comme ses habitudes de vie. Chacun a ses... comment je pourrais dire ça? Donc, a sa façon de faire. Donc, il y a certaines personnes qui font bien attention à certaines choses, qui font pas attention du tout à d'autres. Il y a des gens qui sont bien clean, mais qui emballent pas leurs affaires comme du monde. Il y a du monde qui sont pas clean pantoute, mais qui emballent. Bref, chaque personne est faite différemment. Et quand tu es dans un appart de 2-3 personnes, c'est déjà le foutoir total d'un frigo. Imaginez-vous un groupe de 15-16 personnes au maximum, mais je veux dire même à 10-11 personnes, c'est infernal parce que chacun a ses habitudes, mais c'est dur de dire qui faisait quoi exactement. Surtout depuis toutes ces années-là, c'est comme... Puis certaines personnes pouvaient faire de quoi, mais pas faire autre chose. L'autre personne à côté faisait l'inverse. Je dirais que chacun était un peu responsable de tout ce scrap-là. On faisait pas un bon suivi de la bouffe non plus. Il y avait tellement de bouffe qui se mangeait, qui se gaspillait. Mais c'est dur de suivre la cadence. T'sais, chacun a ses affaires, puis tout est pêle-mêle là-dedans. Fait que c'est dur je pourrais dire, de s'ajuster là-dedans, puis surtout de dire, est-ce que c'était vraiment juste les filles? C'était-tu une partie des gars? C'était-tu mixé? C'était-tu plus les gars que les filles? Je te dirais qu'à ce stade-ci, ce serait difficile pour moi de te répondre bien honnêtement. Ensuite de ça, tu dis, est-ce qu'il y avait de la chicane sur la liste d'épicerie? Oui, il y en a eu. Je me rappelle surtout, je pense à Love Story 4, si ma mémoire est bonne, c'était beaucoup par rapport aux cigarettes qui avaient eu de la chicane. Ceux qui qui avaient une addiction à la cigarette voulaient absolument que la cigarette soit sur la liste d'épicerie. Évidemment, pour tous ceux qui ne fumaient pas, l'impact était majeur. Les cigarettes coûtent extrêmement cher, fait qu'évidemment, tu t'empiètes beaucoup sur la bouffe. Évidemment, chacun a ses préférences aussi côté bouffe, chacun veut certaines choses. Moi, j'essayais de tirer l'élastique des fois pour emmener de la frustration par rapport à ça. J'avais eu
dans l'idée des fois de trafiquer la liste d'épicerie. L'occasion s'est pas bien présentée. Je me rappelle juste une fois où ce que vraiment le sentiment de le faire était plus zen pour le faire, pour faire frustrer le monde. Mais malheureusement, dans la situation, si ma mémoire est bonne, il est arrivé quelque chose qui a fait en sorte que finalement, j'avais pas pu le faire. Mais souvent, il y avait quelqu'un qui était dédié à faire la liste d'épicerie, puis la personne avait trop la chienne que quelqu'un d'autre touche à la liste. Fait que c'était un petit peu dur à gérer, je pourrais dire. Fait que c'était... Mais ça aurait pu faire des super belles chicanes parce que j'y avais déjà pensé de trafiquer la liste d'épicerie et de faire chier certaines personnes. Et... mais en termes généraux, comme je dis, les plus grosses chicanes que j'ai vues par rapport à la liste d'épicerie, c'était vraiment par rapport aux cigarettes. Euh, Ça a amené certaines tensions, mais bon, moins il y avait de gens dans l'offre, plus c'était facile, je dirais, de faire la liste d'épicerie. Au début, c'était plus chaotique. Je vous dirais, bizarrement, c'est que les 2 premières semaines, tout le monde essaye d'avoir une certaine image, donc ils font toujours attention, ils marchent sur des œufs. Avec les 2 premières semaines, les caractères ressortent pas, les gens acceptent beaucoup plus le compromis. Passé 2 semaines, les vrais personnalités ressortent. Fait que là, pendant, je vous dirais, comme la semaine 3 à la semaine 7, là, c'est beaucoup plus chaotique. Et là, rendu vers la fin, ben, il reste quasiment plus de joueurs. Fait que c'est beaucoup plus facile de faire plaisir à tout le monde. C'est comme ça que je pourrais le dire. Donc, ensuite de ça, on a eu Laurie Pepsi qui avait laissé un commentaire qui était « Le Québec est rendu à un point de nouveauté autre que le dating show. Selon les budgets qu'on aurait au Québec, dans les boîtes de production, à quoi on pourrait espérer ou rêver comme prochaine télé-réalité, qui serait pour une fois pas monté en tout croche, il serait temps d'innover. » Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que les producteurs et les réseaux de télévision sortent pas du dating show, en termes de télé-réalité. Premièrement, oui, il y a l'aspect budget. L'aspect budget est quand même assez serré au Québec. Il n'y a pas autant de possibilités que, bon, c'est sûr, même au reste du Canada ou aux États-Unis, c'est certain. Et ça coûte déjà extrêmement cher avant même que l'émission commence. Il faut que vous me mettiez en contexte que une télé-réalité, ça dure 2 mois et demi à la télévision. Exemple, un Love Story. Mais la télé-réalité a commencé bien avant ça. Il y a eu les auditions, fait que les gens se sont transportés un peu partout au Québec pour rencontrer les candidats, recevoir les candidatures, faire des réunions avec les candidats, faire des activités avec les candidats, voir c'est quel candidat qui pouvait être meilleur, qui pouvait être le fun pour le show. Ensuite de ça, il faut construire le LOF, entre autres. On l'a vu un peu aussi même avec Occupation Double, quand les équipes arrivent bien à l'avance pour reconstruire les maisons sur place. On l'a vu en Grèce, entre autres. Fait que tout refaire, mettre le filage, les caméras, le système. Loft Story, il fallait qu'ils construisent le loft de A à Z dans un grand entrepôt. Fait que l'installation caméra, filage, les systèmes, négocier pour tous les cadeaux qu'ils vont offrir durant la saison. Ça demande énormément de sorties d'argent avant même que l'émission commence, sans même savoir si l'émission va marcher. Il faut toujours que vous mettiez dans la tête que, crime, ça se peut que ça soit un flop, cette émission-là. Fait que quand tu as une émission qui marche depuis une couple d'années, ben, tu t'accroches dessus comme la misère sur le pauvre monde, on pourrait dire. C'est-à-dire que c'est un concept qui fonctionne, tu le sais que tu vas faire de l'argent, tu le sais que ça va être populaire dans une certaine mesure, ben tu t'accroches à ça. Et c'est là que c'est difficile de faire le step, de dire, je prends la chance de faire autre chose. Parce que le faire autre chose, c'est peut-être qu'il faut que j'investisse 500 000 avant même que le premier épisode soit diffusé. C'est un gros risque. Et là, quand tu es rendu au premier épisode, peut-être que tu n'as même plus les moyens de faire le reste. Parce que, évidemment, pour faire une télé-réalité, je pourrais dire comme Big Brother, oui, il faut que tu le construises. Tu construises tout ce qu'il y a, le loft, rencontrer les candidats, ces choses-là. Mais après ça, il faut que tu aies du stock pour les semaines qui vont venir après. Il faut que tu aies du matériel pour les compétitions, pour si les cadeaux n'ont pas été négociés. La bouffe, faut que... Fait que les budgets sont gigantesques dans ça, sans savoir si ça va marcher.
Fait que c'est là que c'est difficile pour un diffuseur, puis surtout un producteur de dire, OK, je mets tous mes œufs dans le même panier et j'y vais avec un nouveau concept que je ne sais pas en tout si ça va pogner ou non. Euh, Fait que côté monétaire, ça bloque beaucoup. La deuxième des choses qui est en train de survenir, c'est que la télévision voit les gens de plus en plus vieux continuer à écouter la télévision, mais les plus jeunes s'en dissocient. Fait que les jeunes, maintenant, ont plus vraiment le câble de télé, écoutent plus la télé traditionnelle. Et c'est d'ailleurs pour ça que les codes d'écoute, en général, sont en baisse un peu partout. Les jeunes écoutent plus des clips ou des vidéos sur YouTube ou des choses comme ça, tout sur Internet. Le côté émission à la télévision, c'est comme bon. Et c'est là que les réseaux de télé font le plus d'argent. Durant Occupation Double, il y a des gens qui me disent ouais, beaucoup de gens écoutent, exemple, Occupation Double sur Internet, tu peux pas te fier juste au code d'écoute à la télé. Je suis d'accord. Mais les revenus par personne sont beaucoup plus imposants quand la personne écoute à la télé que quand elle écoute sur le web. Le revenu sur le web est beaucoup plus insignifiant. Fait tu sais, c'est toujours une question de dire, écoute, si ça te prend 5 téléspectateurs pour faire le revenu il faut 5 personnes qui écoutent sur le web pour équivaloir au revenu d'une personne qui l'écoute à la télévision, ben c'est certain que le réseau de télé veut que ça soit quelqu'un qui écoute à la télévision. C'est ça qui est le plus lucratif. Oui, il fait du revenu quand même sur le web, mais c'est quand même moins lucratif que ce qu'il faisait là 10 ans avec le même type d'auditoire. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir moins de popularité à la télé fait en sorte que les maisons de production ont moins de budget aussi. Donc, il faut qu'ils essayent de faire avec ce qu'ils ont. Puis là, c'est pas toujours simple, je vous dirais. Fait que, comme je vous dis, c'est que la population qui rapporte le plus monétairement, c'est une population plus âgée qui écoute les émissions qui écoutent encore la télévision traditionnelle. Et ben, c'est des gens qui vont être plus casaniers côté show télé. Fait que les histoires de couple vont fonctionner peut-être un petit peu mieux, un petit peu plus. C'est comme les émissions de fin d'après-midi, les feux de l'amour, top modèle. Il y a un auditoire pour ça et un auditoire qui est stable. Donc, c'est des gens qui vont écouter ça juste pour déconnecter le cerveau le soir. Ils arrivent de travailler, ils veulent pas se casser la tête, s'assisent devant Occupation Double, la vie est belle, ils écoutent l'émission, ils ont oublié au bout d'une demi-heure, puis c'est pas grave. Fait que, tandis qu'un show qui demande plus le côté compétitif, stratégie, tout, c'est un show qui est plus difficile à vendre parce que t'as pas ce crowd-là naturel. Peut-être que oui, tu le bâtirais, mais c'est de faire le step, c'est de faire le mot. Et moi, je vais comparer ça un peu comme dans la vie normale. Dans votre vie, vous avez peut-être été confronté à une situation de dire, écoute, j'ai une job, elle me rend pas totalement heureuse, mais je gagne bien ma vie. Je paye mes choses, je paye mes dettes, je paye mon char, je paye mon appartement, je paye ma maison, peu importe. Tu sais, vous vivez correctement. Mais votre job vous rend pas trop heureux, mais c'est correct, c'est une job. Puis là, vous avez la chance que peut-être vous auriez une job qui vous plairait beaucoup. Mais peut-être que ça ne marchera pas. Il faut que vous preniez le risque de lâcher votre job pour vous risquer pour obtenir ce job-là. J'avoue que cette idée-là, c'est pas trop réaliste dans le domaine normal, mais c'est comme de dire, je sais pas moi, il y aurait des postes ouverts à Washington. Puis il accepte 100 personnes, mais pour aller à ce job-là, ben il faut que vous abandonniez tout ce que vous avez ici. Puis là, vous vous lancez dans l'inconnu, dire, écoute, moi je pense que je vais être un des 100 qui va être pris là-bas. Puis c'est votre job de rêve. Il y en a certains d'entre vous qui vont le faire, le move, qui vont faire comme, écoute, je le risque, puis si je suis pas pris, ben je vais me démarder autrement, puis je vais refaire ma vie autrement. Mais la majorité du monde ne le feront pas, ce move-là. Ils vont arriver, puis simplement dire, écoute, est-ce que je vais prendre des risques, puis peut-être que je ne serai pas assez bon, peut-être que si, peut-être que ça. Et ce risque-là va le passer sous le nez, et ils vont continuer le haut-titre. Ben, les réseaux de télé puis les producteurs sont un peu comme ça.
il va arriver de temps à autre qu'un producteur va faire comme ouais, ok, je prends le risque. J'y vais all-in, puis je pense que ça va marcher. Et on peut dire que, par exemple, avec Occupation Double, au tout début, ça a été un risque qui a été pris pareil de faire une télé-réalité de cette envergure-là. Évidemment, il y avait beaucoup moins le budget qu'il y a même aujourd'hui, mais je veux dire, sur le concept, sur la façon de faire, sauf qu'on était dans une période où la télé-réalité était en pente montante. Le hype était plus gros. Love Story, ça a été un peu la même chose. Fait que ça a été facile de se dire, ben écoute, ça a l'air d'être ça, l'avenir de la télé. On va être d'avant-garde là-dessus. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La télé-réalité est en baisse continuelle comme tout le reste de la télévision. Fait que les producteurs vont comme, ouais, je vais-tu aller dans un marché qui est premièrement saturé, deuxièmement en pente descendante, et troisièmement qu'il va falloir que j'investisse des grosses sommes sans savoir si le monde va aimer ça ou non. C'est là que c'est difficile par rapport à un projet de télé-réalité. Et il faut vraiment que tu sortes du moule et que tu intéresses quelqu'un qui est prêt à prendre le risque. Fait qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte et c'est pour ça qu'on ne voit pas une diversité de tout ça ici au Québec. Aux États-Unis, un peu au Canada, on voit qu'ils se le permettent parce qu'ils ont plus de budget. Au Québec, on est plus limité, puis malgré tout, même aux États-Unis puis au reste du Canada, ils prennent pas tant de chance que ça. On s'entend que ça reste quand même les gros Goliaths de la télé-réalité qui sont encore en place, c'est-à-dire Survivor, Amazing Race, Big Brother. Quasiment tout le reste est mort. Fait que c'est ces Goliaths-là qui restent, mais ils sont prêts à essayer une fois de temps en temps. Mais généralement, ça fonctionne pas. C'est plate, mais quand on regarde la télé-réalité aux États-Unis, mis à part les trois que je vous ai nommés, le reste de la télé-réalité, bon, t'as Dancing with the Stars, t'as la voix, The Voice, qui a fonctionné, t'as American Idol, mais tu sais, c'est limité. Puis pourtant, ils en ont pris des risques, ils en ont pris des shots sur de la télé-réalité. Là. Il y en a un paquet de télé-réalités plus compétitifs, plus stratégiques qui ont eu. Moi, je pense à comme The Mole, entre autres. Bon, il y a eu Apprentice, mais ça, c'est une autre histoire. Il y a eu des choses comme... il y avait eu un truc à thème de pirate aussi. Il y avait eu The Contender avec Sylvester Stallone. Ils en ont pris des risques, mais ça reste des télé-réalités qui n'ont pas fonctionné pareil, même si c'était, dans une certaine mesure, novateur. Moi, je peux vous le dire, j'avais écouté The Contender, puis la première saison, j'avais adoré quand même le côté psychologique en arrière de ça, puis la mentalité des boxeurs. C'était compétitif. Pas comme Survivor, mais c'était dans le genre compétitif, mais ça n'a pas pogné quand même. Donc, c'est un peu pour ça c'est difficile de voir autre chose émerger. Puis, il faut vraiment que quelqu'un avec les reins très solides le fasse émerger, puis prenne le risque de peut-être que ça pogne pas. Et c'est là qui est le point névralgique qui fait en sorte qu'on ne voit pas autre chose apparaître sur nos écrans vraiment, à part des télé-réalités un peu plus low budget qui grossissent avec le temps. Donc, ensuite de ça, on a eu Zelly. Zelly qui nous a dit, je ne sais pas si tu en as déjà parlé, mais qu'as-tu pensé de Vol 920? Te serais-tu inscrit éventuellement s'il y avait une autre saison? Bon, Vol 920, moi, la vision que j'en ai eue, puis je peux vous dire, j'ai pas vraiment écouté ça, pour être franc, parce que j'avais l'impression que c'était un mix de show de rencontre avec Amazing Race. Et je trouvais que ça contenait pas mal les défauts d'Amazing Race et les défauts des shows de dating. Je vous dis pas qu'il n'y avait pas quelque chose de bon qui aurait pu émerger de ça. Je dis pas qu'il n'y aurait pas pu avoir une meilleure structure, quelque chose de plus intéressant, de plus interactif. Et j'ai pas suivi toute la saison de Vol 920. Donc, peut-être que mon regard est pas le meilleur sur cette série-là. Peut-être qu'il y a eu des choses plus intéressantes qui ont émergé, mais je peux vous dire une chose, je sais que j'ai écouté des épisodes et je me souviens de rien. Je suis capable de vous dire c'est qui étaient les joueurs de Big Brother 1 US pratiquement par cœur. Je pense que je risque d'en oublier juste un ou deux, puis même pas, je pense. Mais je serais pas capable de vous expliquer un seul épisode de Vol 920 parce que je trouvais ça banal.
Mais c'est certain que j'écoutais beaucoup Amazing Race aussi à l'époque aux États-Unis. Donc, quand on compare, on est comme... je préfère le concept d'Amazing Race. C'est un petit peu ça qui est plate. C'est que quand on voit un concept ici, ben on le compare d'une certaine façon. Et même moi, je comparais Love Story à Big Brother, puis je disais tout le temps, moi, j'écoutais pas Love Story parce que, écoute, il y a Big Brother US, là, je veux dire, t'es pas dans la même catégorie pantoute, là. Fait que je te dirais que Vol 920, je l'ai pas tant écouté. Je me rappelle l'avoir écouté en partie, mais pas tant. Fait que mon opinion est peut-être fragmentaire, mais de ce que j'ai vu, ça m'avait pas impressionné côté gameplay, côté jeu. Puis avec le côté relationnel dedans, ça me tapait un peu ses nerfs. Ça, je me souviens que ça me tapait ses nerfs, mais je suis même pas capable de vous donner des détails, mais je me souviens que ça me tapait ses nerfs. Fait que, mais peut-être qu'il faudrait que je le réécoute pour avoir une vision plus objective de l'ensemble d'une saison que de simplement vous garrocher ça sur peut-être un ou deux épisodes que j'ai écoutés au final. Mais je pense pas que je me serais inscrit à ça. Sincèrement, non. Par rapport à ta question, je pense pas que c'est... Peut-être avec... Mettons, si ça avait été la première saison et qu'il y avait eu des améliorations lors de la deuxième et tout, bon, peut-être. Peut-être que là, à ce moment-là, le show aurait pu devenir intéressant, mais de prime abord, ça ne m'intéressait pas. On a eu Hitmo qui m'a demandé quelles sont mes études. Ben, en fait, mon cher Hitmo, puis j'ai encore une question de toi disons que je vais discuter éventuellement, mais pas cette fois-ci. Mais Edmond, pour mes études, en fait, j'ai fait des études d'administration. J'ai fait, aussi bizarre ça peut se paraître, j'ai fait 2 diplômes collégiales, un général et un en technique administrative. Fait que c'est pas tant impressionnant, je te dirais. Là. J'en ai fini un par orgueil plus que par envie. Malgré tout, je te dirais que j'ai toujours une vision un peu fermée de la scolarité en général. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on ne favorise pas les jeunes, qu'on ne favorise pas les étudiants à se développer comme ils devraient se développer, mais plutôt comme dans un moule prédéfini de ce qu'ils devraient être. Et ça me fait chier. J'aimerais beaucoup plus que l'accent soit mis sur comment qu'un étudiant est capable de se débrouiller avec les outils qu'on lui donne, de lui donner plein d'outils et qu'il réussisse à forger ce qu'il veut faire que d'arriver et de lui imbriquer. Tu sais, je veux dire, le meilleur exemple qu'on entend souvent, c'est combien de fois dans notre vie on a eu besoin de la formule de Pythagore. Mais on l'a appris en salle, la maudite formule de Pythagore. Mais on l'a jamais utilisée. Je veux dire, puis je suis certain qu'il y a des gens qui l'ont utilisé dans leur vie. Ça, je suis pas... c'est correct, il n'y a pas de problème avec ça. Ce que je veux dire simplement, c'est que c'est des données qu'on apprend et que la majorité des gens oublient à partir du moment qu'on lâche l'école. Pourquoi? Parce que c'est des données qui ne nous intéressent pas. C'est souvent sur des domaines, sur toutes les choses qu'on apprend à l'école. Moi, personnellement, j'étais passionné d'histoire quand j'étais à l'école. À le reste, je m'en foutais un peu. L'écriture, j'adore écrire. Mais moi, faire une analyse littéraire, ça me fait chier. Okay? C'est quelque chose qui me fait chier. Je trouve que c'est complètement inutile. La vision que j'ai d'une œuvre devrait être purement personnelle. Puis commencer à l'analyser sur ben là, il y a des métaphores, il y a une structure de phrase particulière, et là, l'auteur, je m'en fous. Okay? C'est pas important dans ma vie. Pourquoi que j'ai besoin d'élaborer là-dessus? Je peux pas écrire une œuvre, puis simplement qu'on fasse comme OK, bon, ben, il est bon sur cette écriture-là, il est bon sur l'écriture en soi, sur sa créativité. Non, on embrique les gens dans le moule de faire comme faut que vous appreniez ça. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est ça la base. Fait que je suis plus critique, puis là je vous balance ça un peu tout croche dans cette vidéo-ci parce que c'est un sujet qui me pogne au cœur, que j'ai l'impression des fois qu'on fabrique des robots.
on veut pas que vous pensiez par vous-même, on veut que vous soyez embriqués dans le système, puis on va vous apprendre les choses qu'il faut que vous ayez pour agir dans le système. Puis je peux vous garantir une chose, la majorité des études que vous allez faire dans votre vie, si vous en faites encore, ou que vous avez fait dans votre vie, probablement quand vous allez arriver, même si la job que vous faites est dans la même lignée que ce que vous avez étudié, généralement, ce que vous avez étudié vous servira pratiquement pas. Il va y avoir des bases ici et là, mais la majorité du temps, là, je veux dire, je connais des gens justement qui sont en finance, puis quand arrive un problème, ils sortent des livres par rapport à ce problème-là, ils font des recherches sur Google, même s'ils ont été à l'université. Ils l'ont pas retenu, cette notion-là. Une notion de comment faire des investissements en Chine. Le gars, là, même s'il l'a appris à l'université, là, il s'en rappelle pas après 5 ans de pratique. Je veux dire, c'est plate, mais c'est ça. Je veux dire, et je considère que parfois, avant, je comprends le système qui existait, je pourrais dire, plus dans l'ancien temps, là, il y a quelques centaines d'années, c'est-à-dire, souvent, il y avait un maître avec un apprenti. L'apprenti allait apprendre avec le maître. Le maître, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait travailler avec lui. C'était directement dans la lignée de « c'est ça qu'il faut qu'on fasse ». Mais avec le système d'études, j'ai toujours détesté le côté études. J'aime mieux apprendre par moi-même. Fait que j'aime ça lire par moi-même. J'aime ça, des fois, m'éduquer sur certains sujets. Quand il y a quelque chose qui me passionne, je vais lire, je vais écouter des vidéos, je vais apprendre, mais par moi-même. Je vais décortiquer, je vais mâcher l'information à ma façon. Les études permettent pas ça. Puis je pense que l'autre côté qui me fait chier un peu, c'est que souvent, tout ce qui est études est sous le contrôle d'un enseignant qui a sa propre vision de qu'est-ce que ces études sont et non pas nécessairement de une vision plus large de dire est-ce que je permets autre chose. L'enseignant a plus le contrôle sur vos notes que la matière en soi. Je veux dire, si le professeur a une façon de penser, puis sa pensée est unique, même si vous arrivez puis vous amenez les choses différemment puis de façon logique, vous n'allez pas être bien noté parce que c'est pas la façon que le prof le pense. Et ça, à ce moment-là, je suis comme, écoute, je sais pas. J'aime pas le système d'éducation actuel. Et c'est pour ça que j'ai toujours, je pourrais dire, été de reculons par rapport aux études depuis quand même longtemps. J'ai toujours préféré apprendre par moi-même. J'ai toujours préféré lire les choses par moi-même. Je veux dire, sincèrement, quand j'étais au cégep, je peux vous garantir que j'ai beaucoup plus appris dans la bibliothèque en étant assis et en lisant des gros classiques de la littérature, de la philosophie, de la psychologie, que les banalités que j'apprenais dans mes cours. Mais ça, c'est moi. Fait que, mais pour répondre à ta question de façon bien simple, mes études, j'ai 2 diplômes d'études collégiales et j'ai jamais poussé mes études plus loin, jusqu'à maintenant, du moins. Parce que je tends toujours à vouloir. Tu sais, j'ai la bonne intention de me dire ah, ok, je vais peut-être prendre des cours par correspondance et tranquillement, pas vite, bâtir un autre diplôme universitaire, entre autres, ou quelque chose de plus. De différent. Mais j'ai pas encore fait ce move-là, malheureusement. On a CDVA qui nous a demandé qu'est-ce que tu penses de Paul Abrahamian de Big Brother 18 et Big Brother 19. Dans le fond, c'est une question par rapport à Big Brother US. Par rapport à un joueur qui a fini 2 fois deuxième. Je pense que je pourrais analyser chaque joueur individuellement de Big Brother. Je pense que dans le cas de Paul, il jouait un excellent jeu pour perdre. Je vous mettrai ça dans le contexte exactement comme de Russell Hantz dans Survivor. Il y a des gens qui jouent des excellents jeux pour se rendre à la fin, mais qui ne peuvent pas gagner. Et dans le cas de Paul, c'était un peu ce système-là. C'est dans le sens que le contrôle qu'il y avait, la manipulation qu'il y avait était super bonne, mais c'était une manipulation malsaine. C'était une manipulation qui ne pouvait pas vraiment lui permettre de gagner. Malgré tout, il est venu proche de gagner. Sincèrement, il est venu très proche de gagner. Mais la frustration des gens, le côté émotionnel derrière, il le gérait pas bien. Russell Hantz a eu exactement le même problème. Le côté émotionnel de comment les gens peuvent se sentir quand tu es éliminé
la façon que tu es éliminé, je considère que Paul a très mal joué cette carte-là. Par contre, tout le monde voulait vraiment l'emmener à la fin. Fait que c'est... T'sais, je pense que il a été capable de quand même faire un bon jeu pour venir aussi proche de gagner. Mais c'est pas un Will Kirby. Ou c'est pas un Dan Schisling. Malgré tout, Dan a perdu contre Yann la deuxième fois. Puis je pense sincèrement que c'est parce que Dan a été obligé de jouer beaucoup trop intense. Mais je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est un peu ça. Mais Paul, je pense qu'il a échappé à bien des égards. Je pense que Paul aurait pu faire certains moves qui auraient permis de gagner ses saisons respectives, peut-être même de gagner 2 fois. Je pense que c'était dans le domaine du possible. Mais son ego rentre en ligne de compte, son côté émotionnel rentre en ligne de compte, et malheureusement, il a fait trop de gaffes. Fait que les gens respectaient un peu son jeu, mais en même temps ne voulaient pas le voir gagner. Contrairement à, exemple, Will Kirby, qui a joué un excellent jeu et les gens voulaient le voir gagner parce qu'ils considéraient qu'il avait joué un excellent jeu. Je veux dire, Will Kirby se serait rendu dans les 2 derniers au All-Star, il gagne. Un vote unanime. Je peux vous le garantir, Will gagnait avec un vote unanime, peu importe contre qui il était. Peut-être contre Janelle, il y aurait peut-être eu 1 ou 2 votes pour Janelle, genre ah oui ou des choses comme ça. Mais Will Kirby gagnait avec un vote unanime, ce que Paul n'a pas été capable d'accomplir là-dedans. Fait que j'espère que c'est un bon petit résumé, mais c'est dur à dire. Comme je dis, je pourrais analyser chaque joueur individuellement. Je le fais pas même dans mes vidéos de Big Brother actuellement ou de Survivor, d'analyser vraiment, à moins vraiment qu'un joueur soit ultra marquant, puis là je l'analyse épisode par épisode. Analyser Paul sur l'ensemble de son œuvre, je pourrais dire, est un petit peu difficile comme ça. Ça serait peut-être plus quelque chose un point plus spécifique qu'il faudrait poser une question là-dessus. Je vais peut-être essayer de vous en prendre un autre. Ma liste, elle s'arrêtait là pour aujourd'hui, mais je vais peut-être essayer d'en faire un autre. Oh, ça, c'est des questions un petit peu plus complexes. Je vais peut-être attendre. On a eu. Ben, en fait, c'est un commentaire de Sonia Duguay. Puis je pense que c'est parce que je l'avais noté, mais ça fit un peu avec ce qu'on avait parlé tantôt. C'était Laurie Pepsi qui nous avait écrit là, pour les dating shows. Sonia nous avait écrit, je ne sais pas combien coûte une production comme OD, mais je trouve dommage qu'on ne puisse pas faire une version de Big Brother en misant sur la diversité des participants et surtout sur le jeu et la stratégie. Pas une version cheap comme celle créée il y a quelques années où les participants devaient s'arracher les cheveux, les poils. Bon. Je ne comprends pas pourquoi qu'au Québec on ne fait que des couples fake, le Frenchage, les pétages de coche. Bon, je pense que j'en ai répondu un bon bout là-dedans, ma chère Sonia. Le point pourquoi que je gardais ton commentaire, puis c'est pour ça que ça va bien le complémenter, vu que j'ai répondu un petit peu tantôt avec le commentaire de Laurie Pepsi, c'est la diversité des participants. Parce que ça, c'est le point qu'on me parle beaucoup. La diversité des participants. Pourquoi c'est toujours des douchebags? Pourquoi c'est toujours des filles de bar? Pourquoi que... tu sais, il n'y a pas de diversité. Puis, je l'ai dit, je pense même que je l'ai dit dans une autre question-réponse, mais je pourrais regarder, est-ce que je l'ai déjà dit? Je l'ai dit dans mon question-réponse numéro 4, pourquoi il n'y avait pas eu de gens plus normaux, c'est ça. Fait que, il me semblait aussi que je n'avais parlé un peu dans une autre de mes vidéos. Mais c'est ça, je vais juste résumer encore un peu ma pensée là-dessus, c'est le fait que c'est difficile d'obtenir des candidats de qualité pour une télé-réalité. En général, le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui ne se présentent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se présenter. Alors, vous retrouvez, je veux dire, quelqu'un qui est aux études, qui est sérieux dans ses études, qui veut, je sais pas, devenir médecin, n'importe quoi, abandonnera pas une session d'études pour aller faire occupation double. C'est pas ça qu'il veut faire de sa vie. Donc, même s'il est beau, intelligent, qu'il y a plein qui est dynamique, peu importe, il ira pas faire occupation double. Quelqu'un qui travaille, qui a 30, 35 ans, qui a une petite famille, qui a déjà des enfants, tout, ben, il y a des chances qu'il ne participera pas à un show comme Occupation double ou Love Story.
ils vont vouloir participer à des shows peut-être comme Big Brother US. À ce moment-là, oui, tu as un peu plus de diversité. Pourquoi? Parce que le prix à la fin, c'est de l'argent. C'est certain que quand ta motivation, c'est 500 000, exemple aux États-Unis, 500 000 US ou Survivor, 1 million US, ben, prendre un mois de vacances pour participer, ça peut être intéressant. Je veux dire, tu as une chance de. Puis les participants sont bien rémunérés aux États-Unis. Je veux dire, les participants à Survivor peuvent gagner quand même des bons montants, dépendamment de la position qu'ils finissent. Donc, c'est une motivation. Mais dans un contexte où ici on a des shows un peu plus de coupe, ben certain que ces participants-là vont se tenir loin. Et là, ben, pour le reste, pour le fait de faire un Big Brother ou n'importe quoi, je l'ai expliqué un peu avec ma réponse à Laurie Pepsi, c'est beaucoup plus complexe sur les coûts de production, sur le fait d'amener le projet, le fait de prendre des risques par rapport à ça. Big Brother Québec, le risque pour Big Brother Québec a été pris un peu parce que le loft était déjà construit. Je veux dire, faut pas se leurrer. La structure de Love Story 6, c'est la structure qui a été réutilisée à Big Brother Québec. Fait que le loft était construit. Fait qu'il n'y avait plus le coût pour la construction. Il restait quand même le fait de rencontrer les participants, de faire le tour du Québec, ces choses-là. Mais au-delà de ça, le coût initial avait déjà été absorbé à Love Story, parce que le love de Love Story 6, c'était aussi le love de Love Story 5. Fait que 5, 6 et Big Brother 1 ont maximisé le coût de la construction du love. Dans un tel contexte, ça pouvait être, entre parenthèses, payant d'amener Big Brother Québec parce qu'il y a une partie du coût initial qui avait déjà été absorbée. Aujourd'hui, il faudrait qu'ils reconstruisent quelque chose. Et là, la dynamique est complètement différente. Fait que c'est ça qu'il faut mettre un peu dans la balance. Mais je comprends ton point, Sonia, parce que moi aussi, j'aimerais voir des téléréalités beaucoup plus compétitives. Mais aussi bizarre ça peut se paraître, puis il faut se le dire, c'est pas nécessairement ce qui marche le plus au Québec. Surprenamment. Les gens le réclament beaucoup, mais peu de gens l'écoutent. Peut-être qu'il faudrait... mais en fait, c'est parce que je pense qu'au Québec, l'erreur que beaucoup de producteurs font, c'est qu'ils ont peur. Donc, ils vont pas all-in. Ils font pas genre, ça va être compétitif. Ils font, on va emmener un aspect de compétition, mais en même temps, on va essayer des histoires de couple, fait qu'on va peut-être faire plaisir aux deux bords. Plutôt que d'arriver et de dire, écoute, on va y aller all-in dans les compétitions. Puis s'il y a des couples qui se forment, ben tant mieux, sinon on s'en fout. Puis c'est peut-être ce gap-là qui crée comme des saisons de merde parce que t'es comme moitié-moitié, puis ça rend ni un ni l'autre du public cible content. Je veux dire, ceux qui veulent des petites histoires cute, le fun adorable, font comme ah man, il y a trop de compétition. Et ceux qui veulent des compétitions font comme ah, il y a trop d'amour là-dedans. Fait que, bref, tu rends les deux côtés, genre, qui décrochent de ton show. Fait que vas-y all-in. Je veux dire, si tu veux y aller compétition, vas-y compétition, puis vas-y all-in. Fous-toi des relations, fous-toi du côté couple qui peut se créer ou n'importe quoi, vas-y all-in. Mais des fois, ça se crée quand même. Je veux dire, il faut que tu le prennes en considération. Big Brother US est un des excellents exemples là-dedans. Ils ont toujours cette problématique-là qu'il y a des couples qui se forment, puis le show devient plus plate à cause de ça. Pourtant, c'est très compétitif en temps normal. Mais ça fait partie de la game. Fait que c'est des interactions humaines, puis ils s'adaptent en fonction de. Donc, je pense que je vais arrêter ça là pour aujourd'hui. J'ai fait le tour quand même de plusieurs de vos questions, même une de plus, on pourrait dire, que ce que j'avais prévu au départ. J'espère que ça vous a plu et je vous reviens très bientôt avec une autre vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les inscrire en dessous du vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air, un petit thumbs up, ça va me faire super plaisir. Une bonne journée à vous autres, on se dit à la prochaine, bye bye.